va y aller, même si pour l'instant nous partîmes à 4. Mais j'espère bien que... Pas mal la blague, merci Thibaut, vous êtes indulgent. Alors, donc en fait, je vais démarrer par la correction de Kader, correction assez brève, pour lequel vous disposez d'ores et déjà d'un fichier Excel que j'ai déposé dans les documents et liens et dans le sous-dossier de la séance 7. Comme vous l'avez compris, en fait, le schéma du coût complet tel qu'il est pratiqué notamment dans la méthode des sections homogènes, consiste à calculer un coût par étape. Et donc, ici, c'est ce que l'on peut faire de plus simple en matière de calcul de coût, puisqu'il n'y a pas il n'y a que 3 étapes. Une étape pour s'approvisionner, une étape pour fabriquer, puis une étape pour distribuer. Donc, le principe du coût en 3 étapes, c'est d'abord de déterminer un coût d'achat. Je dis bien un coût d'achat et non un prix d'achat. Le prix d'achat, bien sûr, vous le connaissez, c'est celui qui figure sur la facture. Mais on doit ajouter à ce coût d'achat des approvisionnements, des frais d'approvisionnement, des frais qui pourraient être directs ou indirects. Et ce sont en l'occurrence uniquement des coûts indirects que nous avons dans le cas Kader. Donc, des coûts directs, ça serait par exemple une personne qui serait en charge d'un approvisionnement spécifique et dont le salaire se rattacherait à cet approvisionnement. Mais ici, en fait, on imagine qu'il y a un responsable d'approvisionnement et que le salaire de cette personne se ventile en fait entre tous les éléments approvisionnés. Donc, on ajoute au prix d'achat ici des coûts indirects d'approvisionnement. Et une fois que l'on a effectué cette première étape, eh bien, on passe par un compte de stock, car ces éléments achetés vont entrer dans un stock aux côtés des éléments qui étaient déjà présents. Et donc, lorsqu'on va sortir des matières, eh bien, la question devient quel est le coût d'achat de ces matières consommées. Et donc, vous savez qu'on a le choix, en théorie, entre le coût moyen pondéré de la période ou après chaque entrée, le FIFO et un LIFO qui n'existe aujourd'hui que sur le plan théorique, puisque fiscalement, il n'est pas autorisé. Donc, dans le cas Kader, c'était un coût moyen pondéré qu'il s'agissait de calculer. Et ce coût d'achat des matières va rentrer dans le coût de fabrication. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un coût de fabrication? C'est le coût des matières consommées, plus les coûts de fabrication directs et indirects. Une fois qu'on connaît le coût de fabrication des éléments fabriqués au cours de la période, eh bien, ces éléments entrent en stock et viennent rejoindre un stock initial. Donc, quand on sortira un produit pour le vendre, eh bien, il s'agit là encore de faire une évaluation de ces sorties. Et là encore, on va choisir entre les mêmes méthodes et calculer le coût de production des unités vendues, auxquels se rajouteront des coûts de distribution, soit directs, soit indirects, comme c'est le cas, pour donner un coût complet, qu'on appelait aussi classiquement un coût de revient. Qu'est-ce que c'est que le résultat analytique? Eh bien, c'est le chiffre d'affaires moins le coût complet. Donc, comme vous le voyez, si vous suivez le cheminement des flèches orange, en fait, il y a une interdépendance de tous les calculs. À vrai dire, dans un fichier Excel bien conçu, si vous avez constitué un onglet séparé de paramètres, tous les calculs qui figurent en dehors de cet onglet paramètres, toutes les cellules qui figurent en dehors de cet onglet paramètres, sont soit importés de cet onglet paramètres, soit résultent d'un calcul qui est effectué. Il ne peut pas y avoir normalement de valeur saisie si l'on veut que tout s'enchaîne, car c'est bien l'idée ici. Il faudrait que la moindre modification que l'on effectue puisse se répercuter sur le coût de production final et donc sur le résultat analytique. Et ce sera le but de l'exercice que nous allons faire ensemble, de construire un modèle suffisamment intelligent pour que l'on puisse véritablement effectuer des modifications dans l'onglet initial de paramètres et que tous les calculs après en résultent. Donc, quand on a bien compris ce qu'est ce schéma, eh bien, on peut démarrer le cas Kader. Alors, pardon. Donc, le cas Kader, il commence, comme vous le voyez,
par, je vais réduire peut-être un peu l'écran. Donc il commence par un tableau de répartition des charges indirectes. Donc de quoi s'agit-il? Eh bien, ces charges indirectes, ce qui les caractérise, c'est un lien difficile à établir entre la consommation et les produits dont on veut calculer le coût complet. Et donc, le principe, c'est d'effectuer une analyse de ces charges indirectes. Analyser, c'est diviser en des parties plus petites. Et donc, on va décomposer le gros sac de charges indirectes entre différents centres, qu'on appelle des centres d'analyse, ou qu'on appelle éventuellement aussi des sections homogènes, et répartir en fait ces charges indirectes. C'est ce qu'on appelle effectuer une répartition primaire, c'est ce que vous voyez sur la ligne 12. En fait, il y a 618 000 € de charges indirectes et on les a répartis entre des centres auxiliaires et des centres principaux. Qu'est-ce que c'est qu'un centre auxiliaire au fait? Est-ce que quelqu'un peut m'en donner la définition? Donc qu'est-ce qu'un centre auxiliaire? Et au passage, qu'est-ce qu'un centre principal? Quelle est la différence d'après vous? Alors, Laetitia, oui, c'est un centre qui n'est pas directement lié à la production, qui n'agit pas directement en fait sur les objets dont on veut calculer le coût, en l'occurrence les produits. Un centre auxiliaire, c'est un centre dont il faudra effectivement, Tristan a raison, répartir les coûts entre les centres principaux. C'est un centre effectivement, Paul, qui va se déverser sur d'autres centres, et c'est un centre finalement qui fournit des prestations aux centres principaux. Donc en fait, le propre de ces centres auxiliaires, c'est qu'on va s'en débarrasser. On va s'en débarrasser en répartissant leurs charges entre les autres centres selon des règles de répartition qui ici nous sont communiquées. Et vous remarquez que le centre que représente le bureau d'études va être affecté en totalité à l'atelier de fabrication. Autrement dit, l'atelier de fabrication va recevoir 100 000 de charges supplémentaires. Quant au bâtiment, on nous suggérait de les répartir, comme vous le voyez dans le commentaire. Je ne sais pas que c'est suffisamment lisible, mais je vais le lire de toutes les manières. On nous proposait de le répartir en fonction de la surface occupée, ce qui, a priori, paraît satisfaisant pour des bâtiments. Excusez-moi. Donc, en fait, c'est au prorata des mètres carrés. Et ces bâtiments ce coût des bâtiments va être imputé en partie aux achats, en partie à la fabrication et en partie au commercial. Les autres frais de siège, eh bien, la clé de répartition qui a été choisie à tort ou à raison, c'est de répartir ces frais, c'est donc de répartir ces frais en fonction des effectifs. Et donc là encore, on voit que les trois centres principaux, achat, fabrication et commercial, vont recevoir une partie de ces 130 000 €. Alors, vous vous apercevez, si vous regardez la ligne 21, que sur les 4 centres auxiliaires, 3 des centres auxiliaires ont vu leurs charges réparties, imputées contre les centres principaux, et on a exclu finalement de ce travail la direction générale en estimant qu'il était impossible finalement de trouver une façon satisfaisante de répartir ces charges. Autrement dit, on ne va pas répartir tous les coûts. On est censé faire du coût complet, ça sera du coût presque complet. Il y a 80 000 qui ne seront pas répartis. Donc, nous nous sommes débarrassés des centres auxiliaires, nous avons effectué ce qu'on appelle la répartition secondaire, et nous avons, sur la ligne 21, dans les 3 cellules que je viens de sélectionner, le total secondaire des centres principaux. Ce total, c'est ce qu'ont coûté ces centres, et ces centres, on va mesurer en fait leur activité en choisissant ce qu'on appelle une unité d'œuvre, donc une unité de mesure de l'activité de ces centres. Alors dans la vraie vie, comme vous vous en doutez, le plus difficile c'est de trouver une unité d'œuvre satisfaisante, une unité pour laquelle il y a une corrélation entre le nombre d'unités d'œuvre et le coût du centre. Dans les problèmes que nous avons à résoudre, ce choix d'unité d'œuvre ne vous est pas proposé. Donc une fois que l'on connaît la nature de l'unité d'œuvre, il reste à déterminer le nombre d'unités d'œuvre. Si on considère, comme c'est le cas dans cet exercice, que
le coût des achats dépend du nombre de commandes, eh bien, vous voyez qu'en tout, il y a eu 10 commandes, 8 pour les alliages et 2 pour les sous-traitants. Si on considère que l'heure de main-d'œuvre directe est explicative du coût total indirect de fabrication, eh bien, il faut regarder quel est le nombre d'heures de main-d'œuvre directe. Et en fait, comme sur les deux produits, un seul fait l'objet d'une fabrication, l'autre étant sous-traité, il suffisait de reprendre les heures de main-d'œuvre directe de l'atelier X22. Alors, quant au nombre de produits vendus, eh bien, ce sont 4200 produits X22 et 6500 produits. Je crois que c'est X10, c'est que j'ai fait une erreur. Donc, tout ceci nous permet de déterminer un coût d'unité d'œuvre, ce que vous voyez dans la ligne 27. Donc, que veulent dire ces chiffres? Eh bien, ils signifient que chaque commande a un coût indirect de 3900 €. Chaque heure de main-d'œuvre directe a un coût indirect de 49 €. Chaque produit vendu génère un coût indirect de distribution de 10 €. Voilà ce que signifient ces chiffres. Alors ensuite, eh bien, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons à nouveau enchaîner, je le remontre très brièvement parce que je l'ai commenté au début du cours. Nous allons passer par ces trois étapes, et la première étape que nous allons suivre, c'est l'étape du coût d'achat. Donc je retourne dans CADER, et vous voyez que l'étape 1, c'était la production du la production du tableau de répartition des charges indirectes. L'étape 2, c'est la détermination du coût d'achat. Donc, vous voyez comment se présente cette étape, elle est assez simple. Alors, Basile, vous me dites, est-ce que ce n'est pas gênant de ne pas compter les frais de direction générale? Donc c'est une très bonne question que vous posez. Premier point, je vous donne raison, c'est gênant en ce sens que le coût que l'on va calculer ne sera pas un coût complet puisqu'il y aura une partie des charges que l'on aura exclue du calcul. Maintenant, l'arbitrage sur lequel on doit se prononcer est toujours le suivant. Est-ce qu'il vaut mieux incorporer tous les coûts, quitte à en répartir certains d'une manière totalement arbitraire, ou est-ce qu'il faut faire un coût qui n'est que partiellement complet? Je vais regarder ce que vous dites, Constant, je finis juste ma tirade. Un coût qui serait partiellement complet, mais pour lequel on estime qu'on a des clés de répartition qui sont satisfaisantes. Le problème que cela pose, c'est que quand on déterminera les résultats analytiques à la fin, eh bien, ces résultats analytiques seront majorés de 80 000 € par rapport aux résultats de la comptabilité générale. J'espère que vous comprenez cette idée-là, c'est-à-dire que, en fait, il faudra faire la somme du résultat analytique sur le produit X22 et sur le produit X10, et encore soustraire 80 000. Alors maintenant, je vais remonter un petit peu dans le chat pour voir ce que proposait Constance. On ne pourrait pas le passer dans le centre principal commercial. En fait, le problème, ça reviendrait à estimer que finalement, la direction générale ne fournit des prestations qu'au service commercial. Donc c'est arbitraire comme idée. Bien sûr, ça nous permettrait d'arriver à un coût complet, mais finalement, on n'a pas trouvé de lien satisfaisant entre ce que fait la direction générale et les produits qui sont fabriqués. Je n'en conclus pas que ça veut dire que la direction générale ne fait rien. Cela veut simplement dire que le lien est extrêmement incertain entre ce que fait la direction générale et les produits. Et donc, on choisit ici de ne pas les prendre en compte, donc on aura un coût qui ne sera pas totalement complet. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos remarques, Basile et Constance. Mais effectivement, c'est une bonne remarque, ce ne sera pas totalement du coût complet. Donc cette deuxième étape est assez simple, elle consiste à prendre le prix d'achat, tel qu'il vous est donné dans l'énoncé, et puis à faire entrer des coûts indirects d'approvisionnement. Ces coûts indirects d'approvisionnement, eh bien, ils viennent du centre principal d'achat, dont l'unité d'œuvre est le nombre de commandes, et dont le coût d'une unité est 3 900 €. Donc les matières premières ont fait l'objet de 8 commandes, chacune ayant un coût indirect de 3 900 €. Les pièces X10 ont fait l'objet de 2 autres commandes supplémentaires. Et donc, lorsque on veut déterminer le coût d'achat, eh bien le coût d'achat, c'est
le prix d'achat plus les charges indirectes d'approvisionnement, soit 85 200. En tout, on a approvisionné 1800 kg de matières premières, ça nous donne donc un coût unitaire d'approvisionnement de 47,33. Même travail pour les pièces X10, elles ont un prix, mais je leur ajoute le coût d'approvisionnement. Alors très souvent, quand il y a des erreurs dans les examens, c'est cette étape qui pose problème. Très souvent, en fait, vous négligez d'incorporer les charges indirectes d'approvisionnement et au lieu d'avoir un coût d'achat, vous sautez cette étape et vous travaillez avec le prix d'achat. Car ce qui va suivre cette étape, je vous le rappelle à travers le schéma du coût complet, ce qui va suivre cette étape, c'est le calcul. Nous venons de calculer le coût d'achat des matières qui sont entrées en stock. Donc ce qu'il nous faut, c'est le coût d'achat des matières qui vont sortir du stock, autrement dit celles que l'on va consommer. Donc pour ça, eh bien, nous allons descendre et nous allons présenter un compte de stock. Bonjour Anne-Charlotte, nous sommes en train de corriger le cas CADER. Et donc, j'ai calculé le coût d'achat des matières et des produits qui sont entrés dans l'entreprise. Je présente maintenant le compte de stock au coût moyen pondéré. Donc, ici, pour les matières premières consommées, eh bien, j'ai un stock initial de 500. J'en ai acheté 1800. Alors, ces 1800 proviennent de l'étape précédente. D'accord? Les 1800 que vous voyez ici proviennent du coût d'achat, justement, que nous venons de déterminer. Donc je reprends exactement les informations de la ligne 37, ici. J'avais 500 unités à 27,40 €. J'en ai acheté 1800, dont le coût d'achat a été de 47,33. Il me reste à calculer le coût moyen pondéré. Je suis d'ailleurs au passage un peu surpris de l'écart qu'il y a entre le coût d'achat du stock initial, 27,40 €, et le coût d'achat des éléments entrés au cours de la période. Ça représente une augmentation très importante. Si j'avais de tels chiffres dans un examen, j'aurais tendance à penser que j'ai fait une erreur parce qu'il y a un écart trop grand. Mais en l'occurrence, il n'y a pas d'erreur. Donc le coût moyen pondéré, c'est 43. J'obtiens ce 43 en divisant 98 900 par les 2300 kg que nous avons en tout eu en stock, compte tenu des 500 que nous avions et des 1800 que nous avons acquis. Donc chaque élément a un coût moyen pondéré de 43. C'est ce 43 que je vais utiliser pour valoriser mes sorties. C'est-à-dire que vous retrouvez ici ces chiffres de 43 qui viennent bien sûr de ce calcul du coût moyen pondéré. Les sorties, c'est ce que je consomme. C'est ce que j'ai consommé pour fabriquer, en l'occurrence, mes produits X22. Donc j'ai consommé 2000 kg, et puisque je suppose qu'il n'y a pas de vol, puisque j'avais en tout 2300 kg, il me restera 300 kg en stock final. Donc je viens de déterminer cette information, celle-ci. D'accord ? Ce que nous venons de calculer, c'est le coût d'achat des matières consommées. C'est ce chiffre de 43 que nous allons utiliser pour valoriser les matières que nous avons consommées. Et bien sûr, ces matières que nous avons consommées, ce sont des matières qui vont entrer dans le coût de fabrication. Donc nous en sommes à l'étape du calcul du coût de production des produits fabriqués au cours de la période. D'accord ? Donc, nous retournons sur la correction Excel. Je vous signale qu'elle est désormais disponible dans le dossier de la séance 7, dans les documents liés. Alors, nous en sommes donc à cette étape 4, l'étape 3 étant le compte de stock, détermination du coût de production des pièces X22. Alors, seul Ariane et Arnaud semblent manquer à l'appel. Oui, Ariane, j'ai vu que vous étiez arrivé, bienvenue. Le seul petit problème, c'est que je n'ai pas de compte Gmail pour vous. Donc, je vous expliquerai après comment ça se passera. En fait, Tom, Basile et vous travaillerez en fait de manière individuelle et non pas en partageant les onglets. Mais je vous expliquerai ça un petit peu plus loin. Alors, donc nous en sommes au calcul du coût de production.
Donc, ah, vous avez un compte Gmail. Oui, mais je ne sais pas, bon, donnez-le-moi. Oui, mais c'est un peu compliqué il y a plein de paramétrages avec ce compte Gmail, je ne suis pas certain que j'aurai le temps de faire cette manipulation. Ce que vous pouvez faire, Ariane, néanmoins pour l'instant, c'est saisir dans le chat votre adresse Gmail. Je verrai si j'arrive à vous incorporer dans le groupe de Basile. Donc Bruno, avant que tu ne t'en ailles et qu'on te remercie tous pour ton assistance, voilà, on va mettre Ariane dans le groupe 8. Comment ça se passe pour la constitution des groupes? Je les ai constitués moi et je vous expliquerai. Donc nous en étions à l'étape du calcul de coût de production. Et donc, vous voyez que vous retrouvez les 2000 kg de matière à 43 € qui étaient en fait les informations provenant de l'étape précédente. Donc, attendez, je fais ça. Voilà, on a cette information qui venait ici. Elle venait de l'étape de calcul précédente. Et il y a de la main-d'œuvre directe. Et puis il y a aussi de la main-d'œuvre, enfin des coûts indirects de fabrication. Ces coûts indirects de fabrication, vous le voyez puisque j'ai fait en sorte que le tableau de répartition soit affiché. Au fait, au passage, pour faire ça, j'ai demandé à créer des volets. Et donc, il y a une partie de mon fichier Excel qui est figée et l'autre qui défile en dessous avec la barre de défilement. Le tableau de répartition des charges indirectes est toujours présent. Donc, vous voyez que pour la fabrication, nous avions en fait des coûts indirects de 49 € par heure de main-d'œuvre. Et donc, c'est ce chiffre que je récupère et qui provient aussi de mon tableau de répartition des charges indirectes. Donc mon coût de fabrication comprend ici de la matière, dont j'ai calculé le coût en produisant le compte de stock, de la main-d'œuvre directe, une information qui m'était donnée, et des charges indirectes que j'ai pu incorporer dans le produit grâce à l'unité d'œuvre. Donc je connais désormais le coût de fabrication d'un élément X22 fabriqué au cours de la période, il est de 159,5 €. Je reviens à mon schéma de coût complet. Nous venons en fait de déterminer ce 159,5 qui figure ici. C'est le coût de fabrication d'un produit X22 fabriqué au cours de la période. Ce produit X22 va rentrer dans un compte de stock et rejoindre des produits qui avaient déjà été fabriqués au cours des périodes précédentes mais qui n'avaient pas été vendus. Ça s'appelle le stock initial. D'accord? Et donc, nous allons présenter un compte de stock pour le produit X22. Donc vous voyez qu'il y avait un stock initial de 800 unités à 156,5 €. Et puis il y a les 4000 unités que nous avons fabriquées au cours de la période précédente. Un coût de fabrication qui est de 159,5 €, donc qui provient de ce calcul que nous venions d'effectuer. D'accord? Donc c'est la même manipulation qui consiste à calculer un coût moyen, qui va être de 159, et à valoriser les sorties. Les sorties, comme vous le voyez, ce sont 4200 unités, ce sont les 4200 unités qui vont être vendues. Alors il est important de comprendre que ce 159 €, il correspond aux unités vendues, mais ce n'est pas le prix de vente, c'est le coût de production d'un produit vendu. C'est ce qu'on appelle le cost of goods sold, que vous voyez dans un compte de résultat de la comptabilité générale. Donc il y a un stock final qui est obtenu par différence entre 4200 et les 4800 dont on disposait en tout. On va ensuite vendre des pièces X10, des pièces X10 pour lesquelles il s'agit là encore de produire un compte de stock. Alors ces pièces X10, la seule différence c'est qu'elles n'ont pas été fabriquées, elles ont été achetées. Donc vous voyez qu'en entrée on avait 6000 unités
à 91,30 €. Donc c'était à la fois le prix, ce 91,30 €, c'est le coût d'achat de ces pièces, le prix que nous avions payé, plus des coûts d'approvisionnement. Et donc on va en vendre 6500 avec un coût de fabrication de 89 €. Donc en fait nous en sommes à la toute dernière étape. Je vous remontre le schéma du coût complet une dernière fois. Ici nous venons de produire les comptes de stock. Ce qu'il faut que je vois en fait, c'est Bruno, c'est en fait que j'ai la liste de qui n'est pas là pour l'instant et qui est là. Donc Ariane est là et Arnaud et Sherazade ne sont pas là. Est-ce qu'il y a d'autres absents? Il faudra que je regarde ça. Je sais que Benjamin doit nous quitter normalement pendant un moment. Est-ce que c'est toujours d'actualité, Benjamin? Non. Le reste est présent, mais Benjamin devait partir pendant 1 heure pour un entretien et revenir. Donc, confirmez-moi ce qu'il en est. Alors, donc nous venons de calculer des coûts de production pour les produits X22 et X10 vendus. Et à ces coûts de production vont s'ajouter les coûts de distribution. En l'occurrence, ce sont des coûts de distribution indirects qui vont provenir du tableau de répartition des charges indirectes. Et c'est ça qui va nous donner le coût complet. Donc, je descends. Donc, coût de revient au coût complet. Vous voyez qu'on va partir du coût de production. Par exemple, pour la pièce X10, nous allons partir du 89 € que nous avions calculé. Nous allons ajouter à ces coûts de production les coûts de distribution. Ils sont de 10 € par produit vendu. C'est ce que vous voyez quand vous regardez le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, cette information provient du tableau de répartition des charges indirectes. Et ceci nous donne un coût de revient pour la pièce X22 et pour la pièce X10 de 169 et de 99. Voilà le coût presque complet, un oxymore, presque complet puisqu'on a exclu 80 000 € de frais administratifs. Alors, quelle est la dernière étape? Eh bien, la dernière étape, c'est le résultat analytique. Nous allons comparer le prix de vente et le coût complet. Donc le produit X22 a un coût complet de 169 €, mais je le vends de 130. J'ai donc un résultat analytique positif de 61 €. Quant à la pièce X10 qui a été sous-traitée, eh bien, elle ne rapporte quasiment rien puisque son prix est de 100 et que son coût complet est de 99. Autrement dit, quand on fait le total du résultat analytique, on trouve 262 700. C'est la somme du résultat analytique sur X22 et sur X10, sachant qu'il faudrait soustraire à ces 262 700 80 000 € pour retrouver normalement le résultat de la comptabilité générale. Donc voilà comment se déroule un cas de coût complet. C'est un coût par étape avec une interdépendance de tous les calculs. Les étapes, les 3 grandes étapes qui sont l'approvisionnement, la fabrication et la distribution sont séparées par des sous-étapes de stockage. Et donc tous les calculs sont interdépendants.